Bonjour à toutes et à tous, il est 13 heures et nous allons commencer ce webinaire sur le label Citergy pour accélérer la transition énergétique des territoires. Tout de suite, je vais passer la parole à Jean-Pierre Pouillot et Eliane Thierry qui vont animer ce webinaire. Avant, j'avais juste un petit message à faire passer de la part d'Emmanuel Poncet donc, et du CNFPT à propos de formations qui vont avoir lieu prochainement et qui concernent plus ou moins les thèmes qui seront abordés dans ce webinaire. Donc là, vous avez un exemple de quelques formations qui auront lieu prochainement. Nous vous adresserons bien sûr toutes ces références dans le compte-rendu que vous pourrez télécharger sur le forum qui est dédié à ce webinaire dans votre espace e-communauté transition énergétique. Donc tout de suite, je laisse la parole pour ce webinaire à Jean-Pierre Pouillot et Yann Thierry. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la e-communauté transition énergétique a souhaité, en partenariat avec l'ADEME, initier ce webinaire qui parle de Citergy. Citergy, le label pour accélérer la transition énergétique des territoires, et également, surtout, une démarche dont vous parlera Liane, qui est une démarche à la fois organisationnelle et aussi de performance et de reconnaissance d'une politique publique territoriale. Voilà, donc ce webinaire est organisé grâce au partenariat qui existe entre l'ADEME et le CNFPT sur les sujets justement intéressants, le domaine de l'énergie et du climat, puisque le pôle de compétences de l'INSET de Montpellier est animé par, sous la responsabilité d'Emmanuel Poncet, développe les formations dont vous a parlé Julien tout à l'heure, qui sont dédiées à ces domaines. Donc, sans prendre plus de temps, je vais quand même signaler que nous sommes un nombre important de participants à ce webinaire, que vous allez pouvoir poser des questions par écrit dans le domaine conversation. Et puis, nous allons organiser la séquence en deux temps, une demi-heure de présentation de Liane Thierry sur l'ensemble de la démarche Citergy, y compris sa concomitance avec les plans climat, action, énergie, territoire. Et puis ensuite, il y aura une demi-heure qui sera consacrée à l'écoute de vos questions et aux réponses, si on peut les donner immédiatement, ou bien à travers les animations, on pourra également vous répondre plus tard sur des questions à partir de vos adresses mail. Voilà, si on ne peut pas y répondre de suite. Voilà, donc sans tarder, je passe la parole à Liane qui va développer pendant une demi-heure la démarche Citergy. Très bien. Je m'occupe de mettre le PDF du coup. Ah, ça y est, c'est en cours. Très bien. Voilà. Alors bonjour à tous. Effectivement, donc je suis Liane Thierry, chef du bureau d'appui Citergy, donc qui est la structure opérationnelle qui est AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'ADEME pour déployer ce label en France. Donc je fais partie du bureau d'études AR qui donc actuellement est en charge de cette mission pour l'ADEME. Donc le label Citergy, comme Monsieur Pouillot vous l'a déjà indiqué, donc c'est un label qui va valoriser à la fois la performance des collectivités et aussi leur progression. Donc on est bien sur ces deux volets d'évaluation. Donc c'est une démarche nationale portée en France par l'ADEME, mais qui au départ est inspirée d'un dispositif européen, donc le European Energy Award. Donc on a vraiment des éléments communs avec ce label et des liens qui sont tissés régulièrement avec les instances qui gèrent ce label au niveau européen et avec d'autres pays également. Donc c'est un outil de management avant tout qui va aider la collectivité aussi à se structurer pour aboutir à sa politique climat et énergie et ensuite à la mener. Donc c'est un système de qualité basé sur une démarche progressive et l'amélioration continue est vraiment au cœur aussi de ce dispositif parce que comme vous le verrez, il y a plusieurs marches au label.
Donc la cible du label, c'est les intercommunalités et les communes. Et quand je dis intercommunalité, c'est les intercommunalités à fiscalité propre. Donc voilà, communauté de communes, communauté urbaine, communauté d'agglo, métropole, mais pas notamment les pays ou les PNR ou même voilà, d'autres syndicats mixtes. Alors comme je vous le disais, voilà un petit peu les pays qui sont engagés au niveau européen. Voilà, il y en a un certain nombre, et puis aussi d'autres pays qui petit à petit rejoignent la démarche. Donc la France, en termes de population, nous sommes le deuxième pays représenté en termes de nombre d'habitants impliqués dans la démarche. En termes de collectivités participantes, en revanche, voilà, on est sur euh, un rang inférieur, on va dire, parce que nos collectivités, en fait, sont plutôt des grosses collectivités actuellement engagées, mais c'est aussi en train d'évoluer, hein, de plus en plus de collectivités de taille aussi intermédiaire peuvent entrer dans le label. Et il n'y a pas de critères de taille à proprement parler. Voilà donc la carte aussi au niveau France. Alors vous pouvez, elle est assez petite, mais vous pouvez la trouver de manière plus détaillée sur le site du label, donc Citergy, www.citergy.fr. Donc pour voir plus en détail quelles sont les collectivités engagées. Donc ça évolue en permanence, hein. Donc là c'était la carte qui a été diffusée par exemple en janvier 2019 lors de la dernière cérémonie de remise des labels. Donc nous en étions à 167 collectivités engagées, près de 20 millions d'habitants. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est déjà à 190 collectivités engagées. Mais on reste dans ces sortes de grandeurs, donc une trentaine de pourcents de la population nationale représentée par ces communes engagées dans le label. Donc vous voyez aussi il y a plusieurs couleurs sur la carte. Donc effectivement, ça représente les différentes marches du label qui ont été atteintes. Donc il y a 2 collectivités qui ont atteint le niveau Citergy Gold, qui est la plus haute marche du label, 45 collectivités qui ont le niveau Citergy et 33 qui ont le niveau Cap Citergy, qui est en fait le premier niveau de labellisation. Et ensuite, vous avez 87 collectivités qui sont actuellement en processus, c'est-à-dire elles n'ont pas encore été labellisées, mais sont accompagnées par un conseiller pour le faire et sont partie prenante du réseau également d'échange. Voilà un petit peu la dynamique 2018. Donc, on a eu à peu près plus 27% de collectivités engagées, plus 33% de population en démarche, et puis voilà aussi plus 41% de superficie du territoire couvert. En termes de répartition au niveau des statuts des collectivités, vous voyez que c'est un label qui attire actuellement de manière prioritaire les établissements publics de coopération intercommunale. C'est notamment lié effectivement avec également cette obligation réglementaire de réaliser des plans climat, air, énergie territoriaux, puisqu'effectivement on est vraiment sur le même périmètre que Citergy, et Citergy vient aider ces collectivités à réaliser leur plan climat. Mais les communes sont quand même là pour une partie non négligeable du label, et c'était notamment aussi elles qui étaient vraiment à l'initiative au départ des principales collectivités qui se sont engagées au tout début du label. Souvent les communes sont motrices aussi pour faire entrer ensuite par exemple leur EPCI en démarche. Voilà, on a aussi vraiment des collectivités qui sont très puissamment engagées dans le label. Voilà, donc une progression constante des chiffres d'entrée en démarche. Donc là, voilà, en 2019, donc voilà, on est à peu près toujours sur ce rythme de 20-30% d'augmentation par an en termes de population. Alors voilà, par exemple aussi la dynamique dans les différentes régions françaises. Donc on voit qu'effectivement, c'est pas forcément également réparti en France. La région Grand Est a beaucoup de collectivités en démarche. Suivi ensuite par la Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a quelques collectivités dans le sud, notamment la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont un petit peu moins de collectivités en démarche. Différents facteurs à ça, aussi une communication qui a pu être moindre sur le label à un moment donné au niveau de ces directions régionales de l'ADEME. Mais actuellement, il y a quand même une bonne dynamique de déploiement dans l'ensemble des régions françaises. Alors j'en viens maintenant aux objectifs de la démarche Citergy. Donc on a globalement 5 grands objectifs.
Donc, organiser la gouvernance de la politique climat, air, énergie de la collectivité. C'est un objectif fort de Citergy avec des exigences à ce sujet que je vous présenterai ensuite. En deuxième objectif, se doter d'un cadre stratégique avec des objectifs précis. Parce qu'effectivement, Citergy, dans les missions du conseiller, il y a aussi ce travail à réaliser pour essayer de savoir vers où on veut tendre, de fixer une trajectoire. Et ensuite, donc de les décliner dans un programme d'action qui peut, hein, on le verra, être commun avec le programme d'action du plan climat, mais ça fait partie des pièces de la candidature au label que d'avoir un plan d'action délibéré. Donc, cela est vraiment vérifié pour pouvoir obtenir le label. Ensuite, il y a un volet de suivi et de pilotage de l'avancement du programme d'action, puisque le conseiller Citergy a une mission de 4 ans et va revenir chaque année dans la collectivité pour suivre l'avancement du programme d'action. Et la manière dont la collectivité s'est organisée aussi en interne pour suivre son programme d'action est évaluée dans Citergy. Et enfin, un objectif qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, on va dire que c'est pas forcément une fin en soi, mais c'est souvent quelque chose qui peut aussi motiver l'engagement, c'est le fait tout simplement de pouvoir valoriser déjà ses efforts, valoriser sa politique, valoriser ses services et aussi les élus grâce à un label qui est reconnu au niveau national, et puis aussi d'entrer dans un réseau et de pouvoir partager les expériences avec d'autres collectivités qui parlent le même langage. Donc l'approche qui est proposée par Citergy, elle est vraiment transversale, globale, sur tous les paramètres qui vont pouvoir jouer sur la politique climat, air, énergie. Donc au niveau européen, ce qui a été donc repris aussi en France, c'est une décomposition en 6 domaines d'action. J'essaie de reprendre mon pointeur, je n'arrive pas à attraper, voilà. Donc 6 domaines. Le domaine 1 qui est la planification du développement territorial. Dans ce domaine, on va trouver tout ce qui concerne notamment l'urbanisme, mais aussi le PLU, le SCOT, mais aussi tous les autres grands documents de planification de la collectivité. Plan de déplacement urbain, PLH, tous les documents de planification qui sont étudiés. Dans le domaine 2, c'est un domaine tourné plutôt vers l'interne, qui est le patrimoine de la collectivité. Donc là, effectivement, on regarde les bâtiments, l'éclairage public également, et d'autres volets internes comme cela. Le domaine 3, c'est un volet territorial, donc l'approvisionnement en énergie, en eau, l'assainissement, toute la politique et les actions en termes de valorisation des déchets sont étudiées dans ce domaine 3. Le domaine 4, c'est le domaine de la mobilité. Au-delà de la planification qu'on a pu voir dans le domaine 1, c'est vraiment la mise en œuvre de ces actions, les pistes cyclables, les transports en commun, est-ce que voilà, la fréquence est bonne, est-ce qu'il y a des choses sur l'intermodalité également, tout ceci est pris en compte dans ce domaine 4. Le domaine 5, c'est celui de l'organisation interne. Donc là aussi, je le détaillerai un petit peu après. Donc on va vraiment voir est-ce qu'il y a de la formation, est-ce qu'il y a des référents, par exemple, dans les services, est-ce qu'il y a des systèmes de participation volontaire. Voilà, tout ceci a été étudié dans ce domaine 5. Et le domaine 6, qui est un domaine assez large, qui est le domaine de la coopération, de la communication. C'est tout ce que la collectivité va faire vraiment vers l'externe pour sensibiliser à la fois le grand public et aussi des partenaires privés comme des partenaires économiques, tout ce qui va être lié avec l'agriculture. Voilà, tout ce volet-là est étudié ici. Donc le référentiel Citergy est disponible dans sa quasi-totalité de manière libre. Donc de manière simple, vous pouvez avoir une liste des 60 actions du référentiel sur le site Citergy et vous pouvez avoir aussi toutes les mesures vraiment détaillées sur le site Territoire et Climat. Voilà ce que je peux dire sur cette diapo. Donc voilà le schéma qu'on a l'habitude de présenter pour expliquer comment se passe la démarche Citergy. Donc effectivement, tout commence par un engagement volontaire de la collectivité. On est vraiment sur une démarche volontaire. La collectivité va délibérer pour s'engager en démarche et faire voilà, tout ce qui concerne les éléments contractuels avec l'ADEME. Elle doit s'organiser en mode projet, donc constituer un comité de pilotage dédié à la démarche, mettre en place ensuite un groupe de travail transversal Citergy, donc là on est plus sur un comité technique, un comité de suivi, et que ce soit dans l'instance de pilotage ou dans l'instance technique, il faut qu'il y ait des représentants de l'ensemble des thématiques qu'on vient de voir, donc des 6 domaines,
pour qu'effectivement cette instance soit la plus transversale possible. Et puis il faut désigner un chef de projet Sytergie également. Donc une fois que cette organisation est mise en place, on va passer à l'état des lieux détaillé, qui est, on va dire, la première étape du cycle, qui va aboutir en fait, en passant en revue les 60 actions, à une note sur chacune des actions, chacun des domaines. Voilà, la note peut être décomposée et par exemple on obtient un graphique Gradar comme celui-ci. Donc qui donne à la fois la performance réalisée, que vous voyez en rouge, c'est le cercle qui est le plus petit, et la performance qui est programmée, parce que pour chacune des actions, on dit également ce qu'on a prévu de faire pour améliorer son score dans l'action étudiée. Donc voilà, on a cette double évaluation. Ensuite, dans un deuxième temps, la collectivité, justement en faisant ce travail de regarder les faiblesses et comment on peut améliorer, construit petit à petit son plan d'action énergie-climat pour 4 ans ou pour plus si c'est couplé par exemple à un plan climat. Mais à minima 4 ans dans Sytergie. Et ensuite, eh bien, elle va soit mettre en œuvre sa politique pour faire progresser son score pour atteindre enfin la possibilité d'être labellisée, soit elle peut tout de suite être labellisée dès sa première année, ou enfin en tout cas dès la fin de son état des lieux et de l'établissement de sa politique, parce qu'elle a déjà des actions réalisées suffisantes. Et dans ce cas-là, elle peut déposer une candidature et obtenir l'un des labels Sytergie. Donc elle va être analysée pour cela par un auditeur et également par une commission nationale du label. Alors au centre ici du diagramme, vous avez le conseiller Sytergie, qui est donc la personne qui est missionnée par la collectivité via un appel d'offres pour l'accompagner. Donc ce sont des bureaux d'études qui sont, enfin des personnes de bureaux d'études, parce que la totalité du bureau d'études n'est pas formée à Sytergie, mais c'est bien une personne qui est formée. Elle est formée pour pouvoir accompagner les collectivités dans cette démarche. Et donc elle vient accompagner la collectivité pendant 4 ans. Voilà les différentes marches. Donc la première, c'est le cap Sytergie qui est attribué pour un score d'action réalisée de 35%. Le Sytergie, c'est si on atteint 50% d'actions réalisées par rapport au référentiel. Et le Gold, c'est si on atteint 75% d'actions réalisées. Si au bout de 4 ans, l'évaluation est refaite. Et si on a perdu ces seuils, voilà, on perd son label. Tous les 4 ans, l'évaluation doit être refaite pour maintenir le label. Voilà les 3 acteurs complémentaires dont je vous parlais. Donc le conseiller Sytergie qui vient vraiment accompagner la collectivité sur le long terme. L'auditeur, lui, qui vient que au moment vraiment où la collectivité est prête à déposer une candidature. C'est une présence vraiment ponctuelle lors d'une seule réunion sur place. Et la commission du label qui, elle, a un regard sur l'ensemble des dossiers déposés au cours de l'année. Voilà encore une fois une autre façon de présenter le processus, un petit peu avec les temps. Donc la phase un peu initiale d'engagement volontaire dans la démarche, de choix de son conseiller, etc. Voilà, il faut quand même un peu de temps pour le prévoir. Hein. Il y a une étape aussi de pré-diagnostic avec l'ADEME, des discussions avec l'ADEME pour voir si l'outil est bien adapté à la collectivité. Ensuite, la première année, c'est surtout l'année où on fait l'état des lieux, où on fait sa politique. Et puis après, si on est prêt, on peut tout de suite demander une labellisation. Sinon, effectivement, pendant plusieurs années derrière, on peut mettre en œuvre sa politique, avoir les visites annuelles de son conseiller. Et puis, bon, dès qu'on est prêt, on dépose si on ne l'a pas fait la première année. Et puis, donc, à la dernière année de son cycle, on recrute de nouveau un conseiller pour refaire finalement un nouveau cycle et puis redemander un label. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Sytergie, c'est une démarche opérationnelle qui est au service de la collectivité, au service aussi éventuellement des autres démarches qu'elle a déjà engagées, que ce soit une démarche et une ambition TEPOS, donc territoire à énergie positive, donc avec un objectif d'autonomie énergétique, que ce soit un plan climat air énergie territorial, un agenda 21, un engagement dans la Convention des maires, ou si elle envisage, ou si elle a déjà aussi une certification ISO 50001. Sytergie, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que l'outil vienne aider la collectivité dans ces différentes démarches. Alors là, la diapo est un peu dense, mais c'était pour vous donner quelques éléments de distinction entre le PCAET et Sytergie. Donc, l'élément commun, c'est vraiment l'objectif
qui est d'aboutir à un engagement dans une politique climat et énergie qui vise à la fois l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et je rajouterais le développement des énergies renouvelables et l'amélioration de la qualité de l'air, puisque notamment la thématique air a été rajoutée dans les plans climat, mais elle a été également dans Citergy pour qu'on soit vraiment sur le même périmètre. Après, la différence, effectivement, c'est que PCAET est une démarche réglementaire avec un seuil de 20 000 habitants, alors que Citergy, c'est une démarche qui est volontaire, aussi pour les communes et aussi pour des EPCI éventuellement qui pourraient avoir une taille inférieure. Le PCAET est un plan qui concerne l'ensemble des acteurs du territoire, avec la collectivité comme coordinatrice. Alors que Citergy, même si voilà, on regarde, comme je le disais, dans le domaine 6, effectivement, tout ce qui est fait au niveau du grand public et éventuellement des acteurs économiques, c'est vrai qu'on est sur un label qui va quand même regarder ce que fait la collectivité en direction de ces acteurs-là, mais on est quand même sur l'idée de regarder les compétences et la sphère d'influence de la collectivité. Ensuite, il y a vraiment des obligations réglementaires qui encadrent le PCAET, alors que sur Citergy, ce qui est réellement obligatoire, c'est le système de management environnemental. Avoir un conseiller, avoir un plan d'action, atteindre les différents scores qu'on a présentés tout à l'heure, le 35%, 50%, 75% d'actions réalisées. Mais voilà, on n'oblige pas d'atteindre, par exemple, justement 50%, l'autonomie énergétique, où on ne demande pas que forcément on soit dans les 23% ou 30% de NR. Voilà, on est sur ces éléments-là. Il n'y a pas d'obligation au niveau de Citergy. Ce que Citergy ne fait pas non plus, c'est que Citergy, c'est pas le label Citergy qui va établir le bilan gaz à effet de serre du territoire, ni le bilan énergétique. Citergy va regarder que ce soit fait, mais dans le pire des cas, éventuellement, ce serait possible qu'il n'y ait pas eu ce bilan-là. La collectivité aurait une mauvaise note sur cette action en question de diagnostic chiffré, mais voilà, en tout cas, ça ne produit pas ces chiffres-là. Bon, c'est jamais arrivé, je vous rassure qu'il n'y ait pas du tout d'éléments là-dessus dans une collectivité labellisée. Ensuite, au niveau des échéances, donc dans un PCAET, donc on a un bilan intermédiaire à 3 ans, une mise à jour complète à 6 ans. Dans Citergy, tous les ans, il y a un rapport annuel de visite qui doit être fait par le conseiller Citergy, qui atteste qu'il est venu, qu'il a regardé ce qui se passait, et il en fait une synthèse à la collectivité et à l'ADEME, c'est transmis à l'ADEME également. Et puis le label doit être renouvelé tous les 4 ans. Donc on a des échéances qui sont un peu plus courtes pour un engagement du coup un petit peu plus rapproché dans le temps aussi dans Citergy. Alors après, pourquoi donc s'engager malgré tout quand on a déjà un PCAET ou même quand on a déjà d'autres démarches? C'est vrai que Citergy a un caractère un peu structurant du fait d'une part des exigences en matière d'organisation interne, qui est un volet qui est un petit peu plus moins cadré dans le PCAET et encore moins dans des démarches type TEPOS. Donc là, on a vraiment des exigences là-dessus. Et puis, il y a ce référentiel imposé qui a bénéficié quand même de beaucoup d'années de retour d'expérience, 10 ans en France et une trentaine d'années dans les autres pays européens. Donc, il donne une sorte de checklist prête à l'emploi et qui, voilà, notamment pour une collectivité qui va démarrer, est assez utile pour ne rien oublier dans ce qu'il faut faire. Après, on fait pas au moment où on est évalué, mais au moins, du coup, on peut programmer des choses au regard des faiblesses. Donc, l'instauration d'une culture de l'amélioration continue. Avec du suivi d'indicateurs, la visite annuelle du conseiller, le renouvellement, tout ça, mais vraiment la collectivité en marche pour se dire que bah voilà, ce qu'elle a fait à un moment donné, c'est pas acquis. Il faut toujours maintenir les efforts vraiment pour ne pas perdre, ne pas ralentir la cadence et puis ne pas perdre son label. Et puis il y a le petit volet émulation, mobilisation grâce au label. Parce qu'effectivement, ça donne petite carotte en plus à aller chercher qu'uniquement faire quelque chose de réglementaire. Donc cet effet de reconnaissance interne, de reconnaissance locale, voire nationale aussi, est un élément de plus qui fait que ces démarches, souvent, elles prennent quand même assez bien au niveau des collectivités, même si parfois on s'y attend pas, mais ça fonctionne. Donc voilà, après il y a aussi le partage d'expérience au sein du réseau qui peut être un élément intéressant. Il y a plusieurs motivations possibles dans les collectivités, hein, toutes
ne répondent pas à tous les critères, mais voilà, chaque collectivité arrive à trouver un objectif qui peut l'intéresser dans Citergy. Alors voilà un petit exemple sur la question de l'organisation interne de ce qui est regardé. On regarde au niveau des ressources humaines comment elles sont organisées. Voilà, quel est le positionnement par exemple du chef de projet Citergy? Est-ce qu'il y a dans chaque service des personnes pour relayer la thématique, etc. On regarde le portage politique aussi. Voilà, la composition de ce comité de pilotage, comment il se réunit, sur quoi il tranche, comment les décisions sont ensuite partagées, par exemple. La question de la formation, évidemment, est-ce que le plan de formation comporte des éléments à ce sujet? Est-ce que les formations sont incitées vraiment au niveau de la collectivité? La question du suivi de l'avancement de la politique, donc pareil, voilà, comment sont organisées les remontées d'informations, les collectes d'indicateurs, et puis après des éléments sur les finances. Est-ce que il y a le budget dédié à la politique climat et énergie est suivi, à combien il est estimé, combien il y a de programmés, voilà, des choses comme ça. Et puis la question de la commande publique éco-responsable aussi, qui est regardée, voilà, avec par exemple un indicateur de pourcentage de marché qui intègre des critères sur le développement durable, des choses comme ça. Pour l'articulation, alors quand il y a un PCAET, c'est vrai que l'idéal, c'est que l'engagement en démarche se fasse en même temps que l'engagement dans le PCAET pour pouvoir mutualiser au maximum des choses. Par exemple, les instances de gouvernance, hein, quand on parle d'un COPIL Citergy ou d'un comité technique Citergy, ça peut être Citergy, PCAET en même temps, évidemment, pas besoin de faire deux instances différentes. Les réunions peuvent du coup être communes, la stratégie et le plan d'action également. Et puis le dispositif réglementaire de suivi du PCAET nourri et formalisé grâce à Citergy. Après, si on n'est pas parti au moment de son plan climat, de son élaboration avec Citergy, Citergy peut être toujours intéressante à d'autres moments. Donc j'ai mis les moments ici les plus propices, donc bon, l'élaboration comme on l'a mis, mais aussi au moment du bilan intermédiaire ou encore une année avant, en préparation du renouvellement aussi du plan climat. Après, lors des autres années, c'est pas impossible évidemment de s'engager dans Citergy, hein, on peut toujours le faire. C'est vrai que par contre, peut-être que ce moment sera perçu de manière un peu moins propice au sein de la collectivité qui viendra finalement de terminer son plan climat et qui du coup aura peut-être pas envie à ce moment-là de se relancer dans une démarche où on va au départ forcément faire une petite partie de diagnostic avec cet état des lieux Citergy. Voilà, mais on peut tout de même commencer la démarche à tout moment. Donc entre communes et EPCI, donc le label invite vraiment à le plus de communication possible entre ces deux échelons et à travers l'évaluation du potentiel d'action de la collectivité, on va regarder effectivement plutôt ce qui est de la compétence de la commune ou de l'EPCI, mais en cherchant quand même à chaque fois à vraiment interroger la collectivité compétente. Lorsque Citergy est mené par l'intercommunalité, c'est vrai que c'est l'idéal, on va dire, parce qu'il y a de nombreuses compétences utiles maintenant à ce niveau-là. Mais par contre, on va regarder à ce que l'interco pousse aussi les collectivités qui sont membres à faire également des choses. Et donc, il faut qu'elle accompagne ces collectivités, ces communes membres, les outils avec différentes choses, par exemple les conseillers en énergie partagée ou d'autres choses comme ça. L'idée, c'est de vraiment travailler tous ensemble. Au contraire, lorsque Citergy est mené par la commune, on va regarder notamment si c'est une grosse commune, elle va siéger au sein, enfin toutes les communes vont siéger au sein de l'intercommunalité, mais elle va avoir plus ou moins de poids parfois. Et du coup, voilà, on regarde aussi cette influence dans l'interco et on va la pousser à se positionner aussi comme moteur, comme expérimentateur, comme relais local de la politique de l'EPCI, en plus de ce qu'elle fait sur ses propres compétences, évidemment. Il y a la possibilité aussi d'une labellisation unique. Lorsque la ville, notamment la ville-centre et son intercommunalité sont très très mutualisées en termes de ressources humaines et où des fois il devient difficile de distinguer ce qui est fait par l'un ou l'autre, etc. Donc dans ce cas-là, on peut déposer une candidature unique avec un seul score qui va évaluer l'ensemble des compétences des deux collectivités imbriquées.
Après, voilà, quand il y a plusieurs collectivités au sein d'un même territoire qui sont engagées, imaginons un EPCI puis quelques communes, il peut y avoir du coup aussi de l'animation locale qui se fait avec des réunions d'échange entre ces différentes collectivités impliquées. Au niveau de certaines directions régionales de l'ADEME, voilà, il y a des opérations collectives qui sortent aussi avec un appel d'offres groupé pour faire 4, 5 synergies ensemble, recruter des conseillers un peu en groupement, voilà, ou réfléchir même à une thématique de prédilection. En Normandie, ils ont fait par exemple une opération collective Synergie sobriété, où les collectivités qui s'engageaient dans Synergie essayaient de regarder un peu plus cette question de la sobriété et essayer de faire valoriser leurs actions davantage dans ce domaine-là. Voilà, enfin, c'est un dispositif qui peut évoluer, qui est souple et qui cherche à s'adapter aussi au maximum aux besoins du terrain. Voilà, donc comme je le disais, et rapidement, bah, ce sont les différentes compétences. Il y en a beaucoup qui qui peuvent être utiles à mettre en place les plans d'action Synergie et les plans d'action climat et énergie en général. Donc c'est vrai qu'on voit que de plus en plus, les intercommunalités ont beaucoup d'actions en la matière et c'est notamment pour ça que maintenant on a beaucoup de PCI en démarche Synergie. Alors il y a évidemment tout un tas d'outils qui sont associés au label. Donc le premier étant le EEA Management Tool, qui est l'outil d'évaluation dans lequel le conseiller vient rentrer toutes les données de la collectivité et faire sa notation. Mais il y a aussi une plateforme collaborative d'échange où il y a une sorte de forum en fait où les collectivités peuvent se poser des questions, mais où on met aussi tous les documents en lien avec la démarche. Et il y a voilà, un réseau qui fonctionne assez bien avec une newsletter et des outils de communication, donc une charte graphique, les logos, mais également des fiches retour d'expérience pour valoriser les collectivités, etc. Donc voilà, le temps fort, donc la remise des labels qui a lieu chaque année aux Assises de l'énergie, soit à Dunkerque, soit à Bordeaux pour celle de 2020. La dernière photo là, de mai 2019 de la journée du réseau. Si vous voulez en savoir plus sur la démarche, ce qui fonctionne assez bien aussi, c'est les vidéos pour présenter à des élus ou même au service ce que peut apporter Synergie. Donc vous avez la vidéo de présentation de Synergie qui est une petite vidéo de quelques minutes qui présente la démarche. Et puis ensuite vous avez aussi des témoignages d'élus et de services. Chaque année, on en fait pour les labelliser Synergie. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet. Des exemples voilà, d'outils qui sont produits au niveau national. Donc la newsletter, vous avez pour chaque collectivité labellisée une fiche qui présente leurs principales réalisations et puis ensuite des fiches aussi qui présentent des actions exemplaires sur... alors pour l'instant on n'en a pas pour chacune des mesures du référentiel, mais c'est l'objectif qu'on puisse avoir au moins une fiche exemple pour chaque mesure du référentiel. Au niveau de l'accompagnement financier, l'ADEME accompagne effectivement cette démarche en finançant la prestation du conseiller à hauteur au maximum de 70%. Il peut y avoir des variations en fonction de effectivement si c'est un premier processus ou un renouvellement ou parfois dans le cadre d'appel à candidature, il peut y avoir aussi des variations. Si c'est une commune, un EPCI, bon, ça varie. Mais globalement, on est de l'ordre de 50 à 70% pour la période donc des 4 ans. Et le coût moyen observé jusqu'à présent sur la prestation du conseiller avant subvention, c'est de 31 000 euros. C'est pareil, ça varie en fonction de la taille de la collectivité. Pour une collectivité très grosse et pour qui ce serait le premier processus, ça va être un petit peu plus. Pour une plus petite qui est en renouvellement, ça peut être effectivement moins que cela. Donc les modalités pratiques pour entrer en démarche. Donc la première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec la direction régionale de l'ADEME. Les entrées en démarche se font au niveau régional, pas au niveau de l'ADEME national. Et l'ADEME fera réaliser un pré-diagnostic Synergie qui est gratuit pour la collectivité, qui est une réunion d'information et de passage en revue des mesures du référentiel de manière très simplifiée par rapport à un vrai état des lieux. Mais voilà, on vient déjà commencer à toucher du doigt les forces et les faiblesses de la collectivité lors de cette réunion à travers le remplissage d'un questionnaire. Et c'est l'occasion aussi lors de ce pré-diagnostic de présenter vraiment ce que c'est que la démarche et que la collectivité puisse poser toutes ces questions à ce sujet. Ensuite, si l'ADEME
a donné un avis favorable et que la collectivité a été convaincue lors du prédiagnostic, elle va délibérer sur son engagement en démarche. Elle va ensuite recruter son conseiller Citergie par un appel d'offres classique qu'elle passe comme elle le fait habituellement. Bien sûr, il y a un cahier des charges modèle qui est fourni par l'ADEME pour le faire. Elle va signer ensuite une convention avec l'ADEME, puisque l'ADEME va subventionner la prestation. Il y a en retour effectivement quelques engagements de la collectivité à réaliser sa démarche conformément au règlement du label. Et puis ensuite, voilà, elle peut enfin démarrer sa démarche Citergie. Alors Citergie s'articule avec un autre outil de l'ADEME également qui s'appelle Climat Pratique. Donc depuis l'année dernière, les référentiels de ces deux outils, Citergie et Climat Pratique, sont vraiment identiques. Ce sont les mêmes référentiels, mais simplement Climat Pratique est une démarche autoportante, c'est-à-dire elle n'est pas accompagnée par un conseiller et elle n'aboutit pas à une labellisation. C'est la collectivité qui elle-même souhaite utiliser le référentiel pour se structurer en interne, etc. Mais voilà, sans la labellisation à la clé, et du coup, il y a un niveau d'engagement qui, de ce fait-là, est quand même un peu moindre. Voilà. Donc c'est souple, climat pratique. C'est un tableur Excel au lieu d'avoir du coup l'outil d'évaluation en ligne. Puisqu'il n'y a pas de conseiller, que c'est la collectivité qui fait elle-même sa notation, on est plutôt sur une notation qualitative sur chaque mesure. On note en CBA, enfin la collectivité se note elle-même CBA, plutôt que d'avoir une notation chiffrée. Pas de labellisation, non engageant au sens où effectivement, bon, bah, on fait son évaluation et puis voilà, derrière on peut s'engager effectivement soi-même, mais on n'est pas engagé vis-à-vis du label. C'est gratuit, hein, en revanche. Pas de conventionnement avec l'ADEME. Et là aussi, l'avantage, c'est que tout EPCI, du coup, même ceux qui ne sont pas éligibles au label Citergie, peuvent effectivement utiliser ces tableurs Excel pour se structurer et pour évaluer leur action. Voilà, en ce qui concerne ma présentation, j'en ai terminé et j'attends donc vos questions. Voilà, donc merci Liane, hein, je prends la parole pour la remercier de cette présentation complète, détaillée, qui comporte également bien sûr des liens vers des données ou des applications qui seront utiles à chacun d'entre vous. Dans l'intervalle, j'ai eu plusieurs petites questions, donc je vais d'abord demander à Yann de préciser s'il peut exister des partenariats avec la DDT pardon, ou la DDTM d'ailleurs, et l'ADREAL au long de la démarche. Alors, je crois supposer la réponse, mais il serait peut-être bien de savoir si effectivement ces collectivités, enfin ces services de l'État, pardon, sont associés ou sont impliqués dans cette labellisation. Oui, oui, alors tout à fait. Alors ça va dépendre un petit peu des régions aussi et des liens entre l'ADEME et l'ADEME régionale et ses instances dans chaque région. Mais c'est tout à fait possible à tous les stades, hein. Par exemple, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a vraiment une communauté de travail qui existe entre la direction régionale ADEME, la DDT, et l'ADREAL, qui sont invités, par exemple, dès l'étape du prédiagnostic, à venir assister et à ensuite faire partie aussi, pourquoi pas, des instances de gouvernance suivantes, les COPIL, notamment en tant que partenaire, Bien, pour dans pouvoir l'intervalle, avoir un œil une sur la deuxième démarche, faire question des qui est arrivée, recommandations qui n'est pas également. surprenante d'ailleurs, Donc mais oui, oui, qui est elles sont tout plutôt à fait, d'ordre euh, technique. elles peuvent tout à fait être associées. Les différents seuils du label sont qualifiés suivant un pourcentage d'atteinte du potentiel. Or, la vraie question, c'est de savoir est-ce que le potentiel du territoire est vraiment défini ou est-ce qu'il est apprécié en fonction d'autres éléments que le diagnostic. Mm. Alors donc le potentiel dans Citergie, c'est vraiment extrêmement lié en fait aux compétences de la collectivité et lorsqu'elle n'est pas compétente, à son poids en fait dans les instances compétentes. Euh, donc bon, quand elle est compétente, c'est assez simple, du coup on a totalement le potentiel, sauf si c'est des mesures qui concernent aussi des potentiels physiques, par exemple pour les énergies renouvelables ou des choses comme ça, si on a une mesure qui préconise
la méthanisation, ou je sais pas. Voilà, s'il existe une étude qui indique que non, il n'y a pas de potentiel, effectivement, là, bah, on va pouvoir le réduire également et la collectivité ne sera pas notée sur ce sujet ou pas totalement, ou notée uniquement sur le fait qu'il faut qu'elle fasse au moins l'étude de potentiel pour être sûre. Bon, voilà. On essaie de pas non plus trop éluder facilement de potentiel parce que l'expérience montre aussi que parfois, bon, bah, l'étude, elle a peut-être été faite il y a, il y a 10 ans ou autre, et qu'au final, les choses peuvent évoluer à la fois dans les techniques ou même dans la population qui peut augmenter. Du coup, parfois, les potentiels peuvent changer. Donc, on Très fait bien. aussi attention à ne pas baisser trop rapidement le potentiel. Mais voilà, donc soit c'est sur les compétences, soit c'est en fonction d'un potentiel physique sur le territoire. Et c'est le conseiller qui l'évalue en accord avec la collectivité et en accord Merci de ces avec précisions. les J'en règles profite pour de demander réduction du potentiel qui aux sont définies au participants niveau national. Au niveau national, qui il est posaient ces indiqué questions quelques grandes règles pour pouvoir définir ce potentiel de répondre pour chaque simplement, mesure. savoir si la réponse que tu as produite est suffisante ou s'ils ont besoin d'éléments complémentaires. Ils auront toujours bien sûr la possibilité de repasser par la e-communauté pour reformuler des questions suite à ce webinaire qui sera bien sûr et son support mis en ligne pour l'intérêt de tous et des collectivités concernées. J'ai aussi, moi, à souligner que l'occasion de prendre Citergy comme application, je dirais, de mise en œuvre d'une politique publique, euh, est-ce que, en parlant de période propice, est-ce qu'on peut aussi imaginer que du renouvellement de mandat, des choses comme ça au niveau d'une élection territoriale, peut constituer aussi, je dirais, une espèce de charte de mise en œuvre d'une nouvelle politique ou d'une politique un peu différente? Bah oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que souvent les périodes de renouvellement politique, voilà, peuvent aussi mettre un petit peu en difficulté les collectivités parce qu'il voilà, il faut qu'elles remettent tout en place au niveau de leurs instances. Parfois, ça prend un peu du temps, donc ça peut aussi malheureusement être parfois un coup d'arrêt pour certaines politiques. Mais lorsque voilà, c'est plutôt vécu comme quelque chose pour rebondir ou pour se donner d'autres, Alors, comment on l'a pour vu, donner une autre dimension à cette sa politique, labellisation Citergy à ce emporte quand moment-là même peut une être un bon organisation outil effectivement spécifique et pour j'allais dire essayer d'aller dédiée plus loin pratiquement. dans ce qui a Donc été fait la question auparavant. subsidiaire de sans doute bon nombre de participants qui a été posée, c'est quel est l'équivalent de temps plein, hein, le nombre de temps plein nécessaire au sein d'un petit EPCI, c'est-à-dire un EPCI à 10 000 habitants, sachant que je crois que l'imposition du PCAET commence à 20 000, mais bon, la question est posée sur les EPCI de 10 000. Quel est donc l'équivalent temps plein compte tenu de l'expérience de Citergy et des réseaux pour dire quels sont effectivement les effectifs à dédier à cette labellisation. Mm. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, ça, c'est pas, enfin, ça dépend. Si la collectivité n'a pas du tout actuellement de politique climat et énergie et que tout est à créer, effectivement, voilà. Mais si c'est une collectivité qui a déjà une politique climat et énergie, dans ce cas-là, ça va être du temps compris quand même, dans la majeure partie, dans le chargé de mission, PCAET ou TPOS. Donc, enfin, on est plutôt dans l'idée de combien il faut ça dépend de la question. Est-ce que c'est combien il faut pour faire Citergy en tant qu'outil au service de quelque chose ou combien il faut pour faire une politique climat et énergie de manière générale? Parce que la réponse n'est pas la même en fonction de ça. Vraiment, en ce qui concerne le label Citergy, c'est-à-dire les tâches qui viennent vraiment qui sont spécifiques à ce label, notamment la tâche pour faire son dossier de demande, l'état des lieux Citergy, qui, même s'il peut être combiné avec un état des lieux PCAET, rajoute quand même un questionnement, c'est sûr. Donc si c'est vraiment ces questions-là, on est sur l'idée que c'est à peu près le même temps de travail que le conseiller Citergy, qui doit être fait le pendant interne par le chef de projet Citergy dans la collectivité, et c'est du coup de l'ordre voilà, d'une cinquantaine de jours, enfin 30 à 50 jours par le chef de projet Citergy. Mais après, pour faire une politique climat et énergie de manière générale, là, effectivement, pour une petite collectivité, je pense que c'est bien d'avoir au moins un ETP qui soit dédié à ce sujet. Mais je répète, ce n'est pas que Bah, dédié à je pense que Citergy, c'est c'est clair, dédié à la oui, et politique c'est climat et effectivement énergie en aussi général. important de se questionner Je sur ne sais pas si j'ai été claire sur la l'existence ou pas déjà distinction d'instances. Ça peut être des des deux comités de éléments dans pilotage, la ça peut question. être des comités techniques, ça peut être aussi effectivement l'engagement déjà pris pour répondre à l'obligation d'un plan climat-énergie territoire
qui est déjà en place depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on sait que le seuil à 20 000 a été établi. Maintenant, c'est vrai que dans les EPCI de 10 000 habitants, bon, l'intervention, effectivement, peut se limiter à un simple équivalent du conseiller synergie. Alors, je regarde si d'autres questions sont arrivées dans l'intervalle. Euh, Si par exemple le potentiel de NR ou de la réduction, alors ça c'est une question qui est posée, alors j'ai pas, réduction de la dépendance aux fossiles est supérieure aux objectifs nationaux, régionaux, que se passe-t-il? Voilà, donc on est dans l'histoire de la potentialité du territoire là. Donc si par exemple le potentiel est supérieur aux objectifs nationaux, régionaux, locaux, que se passe-t-il? Alors là j'ai envie de laisser la réponse à Liane si elle a des exemples territoriaux de ce genre de situation. Je sais qu'il en existe pas mal en France. Disons que la collectivité déjà, si du coup elle a des valeurs de production ENR qui sont très élevées, elle va avoir Mhm. très facilement en fait le maximum des points sur la question qui concerne par exemple le pourcentage, enfin je sais pas, imaginons, ça arrive beaucoup dans les collectivités où il y a des parcs éoliens par exemple. C'est vrai que rapidement ils ont des taux de NR très élevés, donc dans ce cas ils ont effectivement une très bonne note sur ce volet-là. Après, comme on l'a vu, le label comporte beaucoup d'actions, donc ça va pas être suffisant pour pouvoir avoir peut-être le label, même si on a 100% des points sur la mesure énergie renouvelable électrique. Voilà, donc voilà ce qui se passe si on a un fort potentiel et qu'on le met en œuvre. Si on a un fort potentiel et qu'on ne le met pas en œuvre, eh bien, un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire que ce sera bien identifié que la collectivité a un fort potentiel et ne l'a pas totalement mise en œuvre, et elle aura une mauvaise note dans la mesure en question. C'est pareil, ça suffira peut-être pas à la pénaliser totalement pour ne pas avoir le label, parce que si elle est excellente sur les autres points, bah, elle l'aura peut-être quand même. Voilà. Voilà l'impact que ça a. En fait, le potentiel et son utilisation vont avoir un impact sur la note, sur la mesure qui est concernée Ouais, j'espère par la ce réponse assez potentiel-là. précise pour la question posée. Une question, puisqu'il reste encore quelques minutes pour les prendre. Autre question sur le conseiller Citergie, savoir est-ce qu'il est uniquement en mission auprès de la collectivité ou est-ce qu'il est susceptible d'intervenir avec la population dans des réunions publiques ou bien en support, enfin en appui de réunions, par exemple sur le PCAET. Voilà, quel est son compte temps qu'il utilise Mhm. pour cette mission? Oui. Alors justement, en fait, comme le conseiller est recruté par un appel d'offres de la collectivité, une consultation, cette consultation, elle peut être finalement assez souple, enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dedans la mission de base du conseiller Citergie, qui est vrai, qui va être vraiment du coup calquée sur le cahier des charges modèle, mais la collectivité qui a des besoins supplémentaires peut rajouter ses missions en plus dans le cahier des charges et dans ce cas-là, les faire apparaître de manière quand même bien différenciée pour que l'assiette de subventionnement de l'ADEME que je présentais de 70% par exemple, ne porte que sur les missions de base du conseiller et que les autres missions soient finalement à la charge de la collectivité mais réalisé quand même par le conseiller Citergie, mais qui agira plutôt finalement sous sa casquette de bureau d'études classique que sous sa casquette de conseiller Citergie. Mais ça peut être fait vraiment de manière très intégrée. C'est juste finalement en termes de subventionnement que ça va être un petit peu différent. Voilà, pareil, dans le cadre de la démarche Citergie, le conseiller citagine n'est pas censé rédiger réellement, par exemple, des fiches actions pour le programme d'action. Il vient donner des pistes, il vient aider lors d'une réunion ou deux, enfin peut-être des ateliers de travail, mais il ne réalise pas le plan d'action comme pourrait le faire, par exemple, un bureau d'études PCAET en tant que tel. Après, si c'est une mission qui est concomitante, le cahier des Non, charges non, peut non. grouper les deux missions Ouais, le volet c'est une citergie et le personne qui a volet plan climat une classique, de la même problématique manière que le conseiller de citergie ne connexion et fait de pas fond depuis le un bilan début, gaz donc à effet de serre ne du vous inquiétez territoire. pas, Il le tout va bien. peut si la Dommage collectivité pour lui cette demande personne, en mais complément, tout va bien de votre côté. voilà, dans le cahier des Oui, charges. oui. Bon, D'accord, d'accord. très bien. Bon, écoutez, je
Je pense, ah, c'est mieux, merci. Bah, écoutez, vous voyez comme quoi l'amélioration se fait aussi au fil du temps. Nous allons bientôt arriver au timing de ce webinaire. Cependant, je souhaiterais quand même refaire un point sur l'importance de ces communications pour la e-communauté, pour les participants, que je remercie pour leur assiduité, et puis pour dire aussi que ces webinaires, comme vous le savez, sont remis en ligne par Julien Arnaud Euh, sur le site même oui, de juste, la communauté, donc j'ai redeviennent peut-être pas, accessibles pas pour les fait personnes qui attention, le mais est-ce que la souhaiteraient. question de Monsieur Et Pelé puis pour dire a été également traitée que je sur, pense que sur l'ADEME, comme le le bureau conseiller Sytergie qui AERE, intervient pardon, uniquement auprès de la qui est le collectivité bureau d'appui de concernée? l'ADEME dans la démarche Cytarchie, eh bien, sauront vous renseigner également sur les détails de ces labellisations. Voilà. On a précisé, D'accord. oui, 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 il me semble que j'ai répondu en disant que c'était dans la mission de base, c'était ça, c'était une mission vraiment auprès de la collectivité, plutôt interne, mais que si la collectivité souhaitait des interventions publiques, voilà. de la concertation ou Il faut ça. d'autres éléments, Non, non, c'est ça pas grave. c'était fait en C'est pas plus. grave. Il pouvait le faire, mais en plus. Voilà, donc on sait qu'on a la capacité d'avoir un cahier des charges, je dirais, adapté aux besoins de la collectivité, après tout. Autant pour moi, j'avais peut-être raté cette partie-là. Alors, Bonjour à tous. Oui, désolé pour le petit problème de tout à l'heure. En fait, je visionnais un autre webinaire et quand j'activais donc le dispositif, ça me renvoyait sur le webinaire qui n'était pas encore achevé. Voilà, donc rapidement en quelques instants. Donc merci donc à Yann Thierry pour son intervention brillante et argumentée. Hein, on t'entend. puis les réponses aux différentes questions. Donc merci à Julien donc et à Jean-Pierre pour cette préparation et cette animation. Donc, je ne vais pas rappeler tout simplement que le compte-rendu du webinaire sera en ligne très rapidement et que vous pourrez visionner, regarder avec détail et avec attention toutes les informations sur le sujet. Alors, sur un sujet que le CNFPT, on va dire, traite de manière beaucoup plus large, hein, sur la question de l'élévation du niveau de performance des collectivités sur les problématiques énergie-climat. Et donc, effectivement, le Cytergie permet d'aller plus loin, plus fort sur ces questions-là. Et donc, j'ai fait une petite sélection de modules de formation, c'est-à-dire de sessions de formation qui auront lieu en 2019, en différents lieux, on va dire, de notre joli pays. Et donc, ce fichier-là sera à votre disposition dans le compte rendu. Hein. Voilà, donc cette intervention, enfin cette collaboration avec l'ADEME, bien sûr, rentre dans une convention cadre plus globale, hein, qui vise donc justement à permettre à l'ADEME, à travers les formations et l'offre de services du CNFPT, que ce soit l'e-communauté, les formations, les événementiels, hein, d'irriguer les différents sujets essentiels de la transition énergétique. Donc voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, on a travaillé ensemble et de manière à ce que les agents puissent accéder donc à un niveau d'information, de sensibilisation ou de formation qui soit relativement réactif. Voilà, j'ai terminé pour mon intervention. Merci encore de m'avoir donné la parole. À bientôt à tous. Donc, Julien, je te laisse et Jean-Pierre, je vous laisse clore la session. Alors, merci à toi, Emmanuel, de ces précisions. Moi, pour ce qui me concerne, je tiens aussi à remercier Nicolas Vallée, hein, qui travaille à la direction exécutive de l'action territoriale à l'ADEME, à Angers, avec qui j'avais eu déjà une relation sur justement un atelier des assises européennes de la transition énergétique, et qui m'a permis aussi, et qui a autorisé bien sûr la collaboration du bureau d'études et de Liane Thierry sur ce webinaire. Et je la remercie également donc pour l'importance de son travail et des réponses tout à fait pertinentes qui étaient amenées à toutes les questions posées. Dans la continuité, je dirais, de ce webinaire, il est envisagé, et on va y travailler sur le dernier trimestre, il est envisagé de venir faire participer à l'échelon régional des gens qui sont dans la démarche, soit au début, soit dans les Gold, hein, pour venir un petit peu témoigner de la réalité justement de cette démarche. Là, on a eu l'aspect, j'ai envie de dire, théorique, et dans la pratique, il serait peut-être bien de pouvoir montrer et faire témoigner une ou deux ou trois collectivités. Ça, c'est une proposition que l'on fait à l'ADEME, qu'on fait bien sûr au bureau AERE, mais on se recontactera. Et voilà, donc moi j'en ai terminé. Je laisse la parole peut-être
Oui, bah écoutez, j'espère que j'aurai des nouvelles. Au revoir.